remercie d'être là, d'être venu. Il y a encore des gens qui arrivent. Venez vite vous installer. Vous allez entendre ce soir des gens qui sont des orateurs exceptionnels. Ça fait plusieurs années qu'on fait cette soirée et c'est toujours très riche en informations. Ils sont exceptionnels parce qu'ils ont les moyens de nous soigner et avant cela d'éviter qu'une alerte se transforme en cancer. Ce mois de sensibilisation colorectale a démarré fort un petit peu partout. Dr Bertolino nous disait que depuis le début du mois, il n'arrête pas de faire des interventions, des sensibilisations ici à Gap et ailleurs. Il y a eu pas mal de communication dans les médias. Il y a notre confrère du Dauphiné Libéré qui est là ce soir et je le remercie d'être venu. Je sais que BFM d'ici a aussi relayé l'information avec l'ensemble des autres médias. Donc c'est la 4e année que notre média M-Provence organise ces conférences publiques qui nous ont conduit à Marseille. Nous a conduit à Marseille la semaine dernière et puis on ira à Fréjus la semaine prochaine et on terminera par Nice le 25 mars. Ce soir, nous poursuivons ce travail grâce à la compétence d'une dizaine d'intervenants. Je vous remercie du temps que vous avez pris les uns les autres pour nous donner des clés pour éviter ce cancer. Je remercie particulièrement le docteur Jean-Guy Bertolino, qui est l'architecte médical de cette soirée. Et donc, il va rester à mes côtés pendant cette soirée pour arbitrer les débats et ne pas dépasser le temps prévu pour les orateurs, parce que l'année dernière, je crois qu'on a battu tous les records. Hein. On a terminé, je crois qu'il était... Toutes les villes et tous les records. Voilà, 4h du matin, hein, c'est ça hein. Je remercie Aix-Marseille Université et son président Éric Berton qui nous accueille ici ce soir pour la 4e fois. Les médecins vous remettront à la fin, si vous le souhaitez, un test de dépistage. Donc ça se passera là-bas, sur le stand du Centre régional de dépistage des cancers. Et puis on partagera aussi le verre de l'amitié en présence des laboratoires qui soutiennent cette campagne. Et notamment ce soir, on a avec nous le labo Servier et puis Bristol Myers Squibb. Il y a aussi Takeda, Merck Castellas et Pierre Fabre. Cette campagne vise à briser le tabou sur un sujet dont on n'ose pas parler parce que ça parle du caca. Le caca qu'il faut manipuler pour faire le test. Figurez-vous qu'on pourrait sauver 10 000 vies en France sur 17 000 décès chaque année. 10 000 sur 17 000 décès chaque année. Il y a un décès toutes les 30 minutes du cancer colorectal en France. Et si toutes les personnes concernées faisaient le dépistage, on éviterait aussi 24 000 nouveaux cas de cancer chaque année en France. 24 000 nouveaux cas de cancer. C'est considérable car évidemment à chaque fois c'est un drame pour les patients et pour leurs familles. Et c'est particulièrement vrai dans ces contrées alpines où il y a un combat qui est mené ardemment depuis longtemps par ton équipe Jean-Guy et par tous les médecins de l'hôpital de Briançon également et de Sisteron pour prévenir le cancer colorectal. Ce combat, c'est monsieur Olivier Foglietta, directeur adjoint des hôpitaux des Alpes du Sud, qui va nous expliquer un petit peu comment vous vous engagez pour le mener. Avec plaisir, bonsoir à tous. Alors, nous on s'engage plutôt sur une fonction support, puisque l'équipe de direction sur le GHT ne soigne pas, essaie de faire de la prévention quand elle a l'occasion, mais elle est surtout en soutien des équipes qui se mobilisent tous les jours dans nos établissements sur une mission de service public fondamentale qu'on oublie parfois beaucoup dans l'esprit du grand public. Un hôpital, c'est une structure de soins dans laquelle on soigne. Et un soignant, c'est quelqu'un qui soigne. Mais la fibre, avant tout, est d'être tournée sur l'autre et sur la santé de l'autre. Et je suis assez convaincu qu'un soignant serait ravi de pouvoir passer son temps à s'engager, à faire en sorte que de moins en moins de personnes aient besoin d'être prises en charge dans un processus de soins. C'est pour ça que ce processus de prévention, l'engagement que l'on a sur la responsabilité populationnelle, sur la surveillance à distance, sur la supervision, les rappels que l'on fait aussi, sur ce qu'on appelle les check-up réguliers, les relations avec la médecine de ville, tout ça contribue finalement à des activités qui ne sont pas forcément des activités de soins, mais des activités de prendre soin par le biais de la prévention. Et pour ça, effectivement, on se mobilise, on en parle, je pense, à quasiment toutes les instances aujourd'hui, les instances sociales, les instances de gouvernance de nos établissements. Et c'est vrai que systématiquement, on a essayé, avec les moyens qui étaient les nôtres, de se mettre en soutien des équipes pour permettre de la mobilité, parce que ce n'est pas forcément évident. Partir de Gap pour aller à Barcelonnette faire de la prévention, ce n'est pas simple. Dans un planning de travail, des consultations avancées à Embrun ou à Sisteron, ce n'est pas toujours évident pour les acteurs.
Pour Briançon, ce n'est pas simple non plus. Mais ce travail-là, en fait, de maillage territorial, pluriprofessionnel, fonctionne bien. On est très, très fiers d'y avoir très modestement contribué. Et moi, en fait, je voudrais surtout saluer l'implication de toutes ces personnes qui, de près ou de loin, sensibilisent, informent, alertent aussi quelquefois, et de tous ceux qui se mettent à disposition finalement de notre population qui est surtout victime souvent d'un manque d'information plus qu'une vraie volonté de se prendre en charge dans le cadre d'un processus de prévention ou de cure. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous pour votre présence et pour votre implication dans ce processus qui, je pense, est fondamental. Quand on travaille dans la sphère sanitaire, on rêve d'avoir finalement moins d'hôpitaux et beaucoup moins de personnes malades avec effectivement un dispositif de prévention qui serait beaucoup mieux adapté et qui éviterait sans doute beaucoup de catastrophes. Parfait. Merci. Bonsoir. Donc effectivement, c'est une pathologie, le cancer colorectal, qui concerne tout le monde, puisque en fait, le simple fait d'atteindre la cinquantaine expose au risque de développer un jour un cancer colorectal. Donc même si certains patients à la consultation redoutent la coloscopie, je crois qu'il faut avant tout redouter le cancer colorectal. Alors un petit peu d'épidémiologie, donc c'est un des cancers les plus fréquents en France, comme on l'a vu, donc il y a à peu près 45 000, 47 000 nouveaux cas par an, responsable de 17 000 décès. La plupart des cancers colorectaux apparaissent sur des lésions préexistantes qui n'ont pas été diagnostiquées et où le diagnostic, l'âge médian est de 70 ans. Au moment du décès par cancer colorectal, l'âge médian est de 75 ans à peu près. La survie globale de ce cancer à 5 ans est de 63%. C'est la deuxième cause de cancer, la deuxième cause de décès par cancer en France. Chez l'homme, c'est le troisième cancer après la prostate et le poumon, et chez la femme, le deuxième cancer après le sein. Alors, s'il est détecté tôt, c'est-à-dire en général à des stades opérables, il est guéri 9 fois sur 10. Le dépistage il est proposé de façon systématique par la CPAM qui va relancer les patients entre 50 et 74 ans par un test immunologique qu'on appelait jusqu'à présent l'hémoculte et maintenant c'est le FIT, c'est en gros la même chose. Il est proposé tous les 2 ans. On peut aussi proposer une coloscopie selon le contexte et c'est ce qu'on va voir après. Alors, l'HAS a défini 3 niveaux de risque. Donc en fait, on voit qu'on est tous concernés puisque si on a relativement un peu de chance, on arrive tous à la cinquantaine à un moment donné. Donc le simple fait d'arriver à 50 ans expose au risque. Donc un risque moyen. Ensuite, il y a des situations à risque élevé. Donc les patients qui ont des antécédents personnels de polypes, adénomatomes, de cancer colorectal. Le fait d'avoir un antécédent familial de cancer colorectal chez un parent au premier degré, donc le père, la mère, les frères et sœurs ou plus rarement les enfants. Et puis les patients qui ont des liquides, notamment des formes qui évoluent de façon assez longue et assez active, sont plus à risque. Et puis une situation un petit peu particulière qu'on voit heureusement pas très souvent, à risque très élevé, dans des maladies génétiques, notamment la polypose adénomateuse familiale, où 100% des patients développent un cancer dès l'âge de 40 ans. Donc ces patients-là, on va les dépister dès l'âge de 10 ans. Et puis le syndrome de Lynch, où on va avoir des mutations des gènes qui participent à la réparation de l'ADN, où là on a un risque de cancer colorectal de 25 à 75%. Donc un dépistage organisé à partir de l'âge de 25 ans. En pratique, les patients qui sont à risque moyen, c'est-à-dire tous les cinquantenaires sans symptômes, sans antécédents personnels ou familial de polype ou de cancer, vont avoir un FIT, s'ils l'acceptent bien sûr. Et puis les situations où on est à risque élevé ou risque très élevé, ben là c'est la coloscopie. Alors le FIT, donc, il y a un petit rappel de la Sécu tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Alors aujourd'hui, beaucoup de patients après 74 ans sont en bon état général et sont tout à fait motivés pour faire un dépistage, donc il n'est bien sûr pas interdit de le faire à 80 ans, voire plus. Donc c'est une recherche de sang dans les selles, comme on l'a vu en introduction. C'est disponible aujourd'hui en pharmacie ou chez le médecin traitant, c'est gratuit. Et ça consiste à déposer un échantillon de sel dans le kit de prélèvement et envoyer au laboratoire qui est inscrit sur l'enveloppe. Bien sûr, si le test est positif, ça va déclencher la réalisation d'une coloscopie. Alors, il faut bien sûr expliquer aux patients qu'il y a
plein d'autres causes de FIT positifs, puisque les patients arrivent avec un test en haut des marqués dépistage de cancer colorectal, en bas il y a marqué positif, donc ils arrivent souvent très anxieux. Alors la coloscopie, elle est, donc c'est l'examen du côlon évidemment, elle nécessite une consultation spécialisée avec un gastro-entérologue. Elle est le plus souvent réalisée sous anesthésie générale, parce que ce n'est pas un examen très agréable, et ça se fait le plus souvent en ambulatoire. Alors sur le 0,5, il y a plusieurs plateaux techniques, donc le CHICAS à Gap, la polyclinique de Gap et le centre hospitalier de Briançon. La consultation d'anesthésie préalable est également requise lorsque l'examen est fait sous anesthésie générale. Dans le 0,5, on peut consulter l'anesthésiste au CHICAS de Gap, au CHICAS de Sisteron, au centre de Briançon. Il y a un cabinet aussi de ville à Embrun et la polyclinique de Gap et ses annexes. Il y a notamment une consultation à Volose. Ensuite, ça nécessite une préparation colique, évidemment, parce qu'un côlon, c'est bien sûr sale par vocation. Donc, on utilise une purge, on va voir après. Il y a un régime sans résidus à observer pendant 3 jours. Et les délais de programmation d'examen sont variables selon les indications. Il est clair qu'un patient qui se présente avec un FIT positif va être programmé avant, si possible, quelqu'un qui a une colopathie fonctionnelle qui traîne depuis 20 ans. Alors, petit rappel anatomique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le côlon, c'est le gros intestin qui est. Pardon. Donc, on démarre la coloscopie, bien sûr, par l'anus. On explore le rectum, le côlon gauche, transverse et droit. Alors, des petits exemples de polypes. Alors là, c'est un polype a priori bénin qu'on dit sessile. Ensuite, un polype pédiculé avec une surface un petit peu plus embêtante parce qu'il y a des petites modifications structurelles. Mais a priori, ça a l'air d'être bénin. Ensuite, un exemple de résection qu'on peut faire. Donc, c'est ce qu'on appelle une mucosectomie. On va décoller le polype de la paroi en injectant de l'eau dessous. Et puis, on va le scalper littéralement à l'aide d'une anse diathermique. Ensuite, le cancer colorectal, donc le sujet qui nous intéresse, qu'on veut éviter. Donc, ici, une forme ulcéro-bourgeonnante en forme de chou-fleur, comme on dit. Et puis ici, une forme plutôt infiltrante avec des anomalies de paroi, où manifestement la lésion est également néoplasique. Alors la coloscopie, c'est un examen qui nécessite une préparation, je vous l'ai dit, qui est fondamentale, sinon l'examen ne va pas pouvoir être réalisé. On utilise, alors pour ceux qui ont passé déjà des coloscopies, qui vont en passer, vous allez voir sur les comptes rendus, vous allez voir le score de Boston. Alors je vous explique ce que c'est. En fait, ça va quantifier la qualité de la préparation. Donc on va noter sur chaque segment du côlon, le gauche, transverse et droit, la qualité de la préparation, donc une note sur 3. 3, ça correspond à une préparation optimale, 2, des sels liquides ou des résidus minimes, 1, des sels compacts qui vont gêner, et puis 0, rien du tout, c'est des sels solides qui bouchent le côlon. Et un total sur 9, donc jusqu'à 3 segments inférieurs à 7, c'est une coloscopie à refaire, avec une préparation renforcée. Des exemples de préparation, alors là on est un score à 3 avec une préparation optimale, là aussi, là il y a des petits résidus, donc c'est plutôt du 1, là 1, 2, là on va dire que c'est un 0 pointé, donc on voit rien du tout, c'est à refaire. Voilà, alors ensuite quand la préparation est nickel, on peut faire dans certains cas des colorations un petit peu plus spécifiques, qu'on utilise dans certaines indications, notamment les maladies génétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis également dans les NICI pour rechercher des petites lésions. Donc on peut utiliser des colorations vitales à l'indigo-carmin et puis des colorations virtuelles numériques. Alors des petits exemples, ici vous avez un examen à la lumière blanche avec une petite lésion qu'on voit quand même assez bien, et puis à l'indigo-carmin, la lésion elle est révélée de façon beaucoup plus nette. Ici, un examen à lumière blanche où on ne voit rien, et puis le même endroit avec l'indigo-carmin, on révèle une petite lésion qui en fait est ici. Ensuite, examen à lumière blanche classique, on ne voit pas grand-chose ou rien. Et ici, un examen avec une coloration virtuelle avec zoom, et là on voit une lésion. Alors les deux techniques en fait, de l'avis des experts d'IPC, en fait, on donne des performances diagnostiques similaires. Par contre, donc, en général, les oncogénéticiens préfèrent qu'on fasse des colorations vitales à l'indigo-carmin, et les endoscopistes préfèrent la technique virtuelle qui sont beaucoup moins chronophages et tout aussi performantes, selon les dernières études.
Voilà, une dernière coloration à l'indigo. Donc ici, on ne voit pas grand-chose à part des petites anomalies sur un pli ici. Et à l'indigo, pouf, on voit la lésion de façon très nette ici. Voilà, dernière coloration, donc c'est une coloration virtuelle où là on va voir des anomalies de structure de la surface du polype qui peuvent indiquer qu'il y a un risque de dégénérescence du polype. Et je vous remercie de votre attention. Intervention à 3 voies, parce qu'en fait on travaille donc déjà au CHICAS et aussi au sein du service d'HDJ Oncologie. Et en fait on voulait vous faire une petite présentation rapide sur le parcours patient qui a été mis en place en fait en début en septembre l'année dernière pour tous les patients atteints de cancer, donc tout type de cancer. L'idée c'est d'accompagner les patients durant toute leur pathologie. Ça dure à peu près 6 mois, c'est 6 séances. Excusez-moi. Donc on a intervention des ITE, des AS, APA, on a la psychologue Johanna aussi qui fera une petite intervention tout à l'heure. L'idée en fait c'est de de faire des ateliers collectifs et individuels pour parler de l'alimentation, l'activité physique, etc. Pour parler du coup de la prévention, on a ressorti un petit peu quelques chiffres. Donc comme disait le docteur Bertolino tout à l'heure, à peu près 40% des cas de cancer peuvent être évités en lien direct avec des changements de comportement. Donc aujourd'hui en France, 8% des cancers sont attribuables directement à la consommation d'alcool, 5,4% avec l'alimentation déséquilibrée et le surpoids et l'obésité. Pour ce qui est de l'activité physique, on est à 0,9% de cancer évitable en lien direct avec ce manque d'activité physique. Et du coup, Nina va vous présenter comment prévenir avec l'activité physique. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je vais vous parler du rôle protecteur de l'activité physique dans le cancer colorectal. Et pour commencer à parler de ça, je vais tous vous mettre en mouvement. Donc si vous voulez bien tous vous lever. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre debout, vous pouvez aussi lever la main. Donc à partir du moment, s'il y a un moment où vous êtes amené à vous asseoir, je vais vous demander du coup de rester assis, même si vous devriez vous relever par la suite. Donc pour commencer, vous allez vous asseoir si vous êtes assis ou allongé plus de 7 heures par jour dans votre temps d'éveil. Donc on s'assoit si on est plus de 7 heures. Si vous passez plus de 7 heures par jour assis ou allongé pendant votre temps d'éveil. Ah, vous n'êtes pas tous agriculteurs là. À nouveau, vous allez vous asseoir si vous passez plus de 2 heures en position assise sans interruption, sans vous mettre en mouvement. Vous allez vous asseoir si vous pratiquez moins de 2h30 d'activité physique par semaine. Et pour terminer, vous allez vous asseoir si, pendant ces 2h30, vous n'êtes pas essoufflé. Alors, merci à tous et à toutes pour cette intervention, vous pouvez vous asseoir. Donc, que peut-on dire de cette position? Donc là, ça montre comme une grande majorité de la population, malheureusement en France, qui a un souci au niveau de la sédentarité et de l'inactivité physique. C'est du coup ce qu'on va voir. Qu'est-ce que la sédentarité? Donc comme on l'a pu le voir, c'est le fait de passer plus de 7 heures en position assise ou allongée par jour, d'avoir des temps assez longs, ininterrompus en position assise. Donc ça, c'est vraiment la première chose à limiter. C'est pour ça que l'objectif est déjà de pousser à faire une activité physique, même de faible intensité, pour avoir un impact positif sur votre santé. Par rapport à l'inactivité physique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas suivre les recommandations de l'OMS en termes de quantité d'activité physique. Et du coup, ça aussi, ça va avoir un impact. Et donc là, le but va être d'augmenter votre activité physique pour arriver aux recommandations. Donc déjà, qu'est-ce que l'activité physique? C'est vraiment le fait de bouger, à différencier avec le sport. C'est vraiment tout mouvement qui va pouvoir vous augmenter votre dépense énergétique par rapport à celle que vous avez au repos. L'OMS nous conseille de faire un minimum 150 minutes d'activité physique par semaine, à intensité modérée qui peut être vraiment fractionnée en essayant d'éviter d'avoir plus de 2 jours de pause entre chaque activité, ou du coup 75 minutes mais avec une intensité un peu plus élevée. Donc l'intensité, il y a 2 manières de la repérer très facilement, c'est votre parole et votre essoufflement. Si vous êtes en capacité de parler, vous n'êtes pas essoufflé, vous êtes vraiment dans une intensité faible.
À partir du moment où votre essoufflement se met en place, vous arrivez à une intensité modérée. Et quand vous n'êtes plus en capacité de parler, ou en tout cas ça commence à être très compliqué, vous passez du coup dans une intensité élevée. En parallèle de l'activité du coup aérobique, vous avez aussi un conseil de faire des séances d'activité de renforcement musculaire et pour les personnes plus âgées, des séances d'équilibre ou de coordination. Donc une fois qu'on a vu ces recommandations, à quoi ça sert de faire de l'activité physique? C'est que maintenant c'est prouvé que l'activité physique a vraiment des bienfaits sur la santé de manière biopsychosociale. D'un point de vue physique, on sait que l'activité physique a un impact sur votre force, sur votre endurance, vos capacités d'équilibre. Elle a aussi un grand rôle au niveau psychologique sur votre capacité à gérer le stress, sur votre bien-être, votre confiance en vous, et elle a un vrai rôle dans le lien social. C'est aussi un outil thérapeutique dans la prévention des maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et du coup dans le cancer, et notamment du coup le cancer colorectal. Donc c'est un vrai rôle en tant que prévention primaire du cancer du côlon notamment. Le cancer, on observe 24% dans les études de diminution du risque de développer un cancer du côlon à l'aide de l'activité physique. Au niveau du rectum, il y a malheureusement à ce jour un petit peu moins d'études qui ont révélé, mais on voit quand même une diminution de 13% dans une des études. Au niveau du cancer du côlon, il y a vraiment une relation réponse-dose, c'est-à-dire que au plus vous faites de l'activité physique, au plus vous diminuez votre risque de développer un cancer du côlon. Ça a aussi un vrai impact sur la diminution du nombre des polypes et l'amélioration du transit intestinal. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, le but c'est de savoir comment mettre ça en place. Donc qu'est-ce que je peux faire pour limiter ma sédentarité? Le but c'est vraiment de faire des petites choses au quotidien, même d'une faible intensité. Donc par exemple, on peut aller le matin, aller acheter une bonne baguette avant de commencer sa journée ou se garer un petit peu plus loin de son lieu de travail, juste pour avoir 10 minutes de déplacement. On peut aussi faire des petits exercices d'étirement ou de renforcement musculaire quand on a envie de se faire une pause dans sa journée, ou faire une pause active, sortir un petit peu, aller prendre l'air, utiliser davantage les escaliers plutôt que l'ascenseur par exemple. Et du coup, pour lutter contre l'inactivité physique, ce qui est vraiment préconisé, c'est utiliser les activités de loisirs. C'est vraiment ça qui va aider à pérenniser l'activité physique sur le long terme. Donc le but est vraiment de choisir une activité physique qui nous plaise et après de déterminer son intensité, sa durée et sa fréquence pour du coup suivre les recommandations qu'on a vues précédemment. Donc voilà, si j'ai un dernier conseil à vous donner, le but c'est de vraiment bouger parce que c'est ça qui est bon pour votre santé. Je vais passer à ça. Je vais revoir sur l'alimentation, je vais encore vous présenter des chiffres. À savoir, on reprend un petit peu par rapport au début, l'alcool est la deuxième cause évitable de mortalité par cancer. En France, aujourd'hui, depuis 2015, on peut attribuer directement 16 000 décès par cancer et par an, directement avec la consommation d'alcool, et 28 nouveaux cas de cancer chaque année, directement en lien avec l'alcool toujours. Pour ce qui est du cancer colorectal, on observe 11,2% des cancers colorectaux chez l'homme et 2,7% chez la femme en lien avec la consommation d'alcool. Pour ce qui est de l'alimentation déséquilibrée, on a voulu se concentrer sur deux connaissances phares, on va dire. On a 14% d'augmentation du risque du cancer colorectal en lien direct avec la consommation de viande rouge et de consommation de charcuterie. À savoir aussi qu'en France aujourd'hui, 63% des adultes dépassent la limite de 150 grammes par semaine. Pour ce qui est des facteurs de diminution colorectale, on a 12% de diminution du risque en lien avec la consommation de fibres pour les plus fortes consommations. Donc les fibres, on les apporte via les fruits céréaliers, surtout dans le cancer colorectal et les aliments complets. Chiffre aussi assez alarmant, on a 89,7% des adultes en France qui n'atteignent pas la recommandation de 25 grammes de fibres par jour. Est-ce que vous me permettez une question? Oui. Pourquoi est-ce que vous venez de montrer, pourquoi est-ce que vous consommez je crois que c'est 500 grammes maximum par semaine et la charcuterie vous avez dit max 150 grammes par semaine. Pourquoi c'est trop? Alors, ça a été depuis 2015 référencé comme cancérogène par l'OMS. La raison même, en fait, elle n'a pas encore été définie, mais c'est des études qui montrent que des patients qui développent du cancer consomment ce type d'alimentation en particulier. Après, on peut avoir aussi la présence de
nitrite et nitrate dans les charcuteries qui peuvent être directement responsables aussi puisqu'ils sont placés comme vraiment cancérigènes. l'étude du lien entre C'est vraiment l'étude du lien entre j'étudie tant de patients qui ont un cancer et on étudie leur régime alimentaire et on s'aperçoit que la plupart consomment qu'on appelle des viandes de boucherie aussi. qu'on appelle des viandes de boucherie aussi et beaucoup de charcuterie. 500 grammes de viande, c'est 4 petits steaks, en gros, 2 steaks et cuisses de porc, et puis 150 grammes de charcuterie, c'est 3 tranches de viande. Est-ce que vous consommez aussi peu de charcuterie ou de viande les uns les autres? Qui consomme plus que ce qui est donné là? Donc une bonne moitié. Une bonne moitié consomme plus. Donc pour vous, il y a du On boulot voit là. que 63% des études dépassent les limites, donc effectivement c'est assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui en France. Ouais. Autre chiffre du coup aussi pour la surpoids et l'obésité, donc pour rappel l'IMC c'est l'indice de masse corporelle qui nous permet d'estimer l'excès de masse grasse et définir la corpulence. Donc un IMC qui est supérieur ou égal à 25 correspond à un surpoids, un IMC qui est supérieur ou égal à 30 correspond à de l'obésité. En France, 32% environ des adultes sont en surpoids et 17% des adultes sont en obésité. C'est des chiffres qui sont constamment en augmentation ces dernières années. Et on peut attribuer du coup pour les cancers colorectaux 6% chez les femmes en lien direct avec l'obésité et 3% chez les hommes. Après, à dissocier aussi l'adiposité abdominale qui est un facteur indépendant de l'IMC et qui peut augmenter aussi un risque accru de 3% par tour de taille, c'est 3,25 cm à peu près d'augmentation à chaque fois. et du coup, j'ai fini de vous présenter les chiffres. Donc maintenant, Océane va vous présenter la pratique. Vous avez entendu parler, oui, la pratique. Alors, vous avez entendu parler, oui, la pratique. Moi, je fais 14 repas je fais 14 repas par semaine. Et bien déjà, vous nous avez un peu devancé avec les équivalences quotidiennes, donc on va voir si Océane vous apporte des réponses. Alors maintenant qu'on a fait l'état des lieux, on va voir un peu comment mettre en pratique. Donc en ce qui concerne l'alcool, on sait déjà qu'il y a un risque dès le premier verre d'alcool. Donc les recommandations, elles sont maximum 2 verres d'alcool par jour et du coup pas tous les jours pour arriver à un maximum de 10 verres par semaine. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur le site de alcoolmètre.fr. C'est l'histoire de 4-5 questions qui vous permettent de pouvoir savoir un peu si on est dans les recommandations ou pas. Et puis ensuite, voir pour diminuer sa consommation. Donc tout verre diminué lors d'une soirée est un verre de gagné. pour arriver au maximum. Et ensuite, pour arriver au maximum aux recommandations. En ce qui concerne donc la consommation de charcuterie et de viande, donc effectivement, la charcuterie, donc on est sur une recommandation de 150 grammes par semaine, qui représente bien les 3 tranches de jambon ou alors de saucisses par semaine. Et du coup, au niveau de la viande de boucherie, on est sur 500 grammes par semaine, ce qui est l'équivalent de 3 à 4 steaks. Il y en a là, ils sont à 2 saucisses par jour. Et du coup, il va falloir essayer de se rapprocher un petit peu plus. Donc, comment on peut se rapprocher un peu plus des recommandations? Ça va être d'inclure par exemple des protéines végétales dans le repas. Donc, pour avoir des protéines végétales de bonne qualité, il faudrait associer sur la journée des légumineuses et des céréales. On peut aussi remplacer une viande par un poisson dans la semaine et privilégier tout ce qui va être volaille et œufs. Pour les adultes, la portion de protéines journalière est de 1 portion de protéines. Dans les recommandations. Donc, du coup, ça nous laisse 7 repas à varier dans nos apports quotidiens. Et ensuite, on va voir pour pouvoir augmenter les fibres. Donc, déjà, si on intègre des protéines végétales avec les légumineuses, on va augmenter notre portion de fibres. Et du coup, il est recommandé pour cette famille-là de les retrouver 2 fois par semaine. Ensuite, de pouvoir ajouter des aliments complets. Donc, au moins, retrouver un aliment complet 1 fois par jour. Et puis après, augmenter sa quantité de fruits et légumes. Donc, on les connaît, c'est des 5 portions de fruits et légumes, donc 2 fruits et du coup 3 portions de légumes qui sont recommandées. Donc, du coup, en pratique, rajouter des entrées, que ce soit de légumes secs ou des entrées de légumes, consommer du pain complet au petit-déj à la place de consommer de la baguette et remplacer le dessert sucré qui nous fait plaisir en le gardant de temps en temps par un fruit frais. Il n'y a pas d'incidence des fromages ou produits laitiers, une incidence sur le cancer colorectal.
question parce qu'on a entendu tout et son contraire. Alors, ce qu'il y a, c'est que du coup, souvent les familles d'aliments vont avoir un effet protecteur pour certains cancers et un effet non protecteur plutôt à risque pour d'autres cancers. Donc pour ça, on va rester sur une alimentation qui est équilibrée. Donc le principe de l'alimentation équilibrée, c'est qu'on peut garder des aliments qui nous font plaisir, on ne peut pas avoir une alimentation qui est monotone, mais du coup on reste sur une base de chaque famille d'aliments à chaque repas et tout au long de la journée. Donc les fruits et légumes à chaque repas, les féculents à chaque repas, les protéines, donc 1 à 2 portions par jour. des produits laitiers, on sera sur les Les produits laitiers, on sera sur les 2 portions par jour qui sont recommandées et intégrer des oléagineux et avoir des matières grasses de bonne qualité. Si je peux me permettre, les produits laitiers sont, enfin, pendant longtemps on a dit qu'effectivement ils pouvaient favoriser ça, qu'un cancer dans le cancer colorectal. Alors dans le cancer colorectal, les produits laitiers ont un effet bénéfique, mais il faudrait une grande quantité de produits laitiers, du coup on s'éloigne complètement de 2 portions par jour, donc comme ça va avoir un effet néfaste pour d'autres pathologies, on va rester sur les recommandations et du coup on va intégrer les fibres et l'alimentation équilibrée qui vont permettre d'avoir tous les nutriments nécessaires à notre organisme. Du coup, on vous a mis quelques petites références. Quelques petites ressources pour pouvoir vous faire aider parce que donc l'activité physique et l'alimentation ont un rôle important dans les risques de développer un cancer colorectal et c'est des points qu'on peut agir, sur lesquels on peut agir. Donc comme on est maître de sa santé et acteur de notre santé, faites-vous accompagner et puis allez-y. On vous écoute, il va falloir se lancer maintenant. Vous avez bien écouté. Voilà, parce que moi j'ai des questions en tout cas à vous poser. Allez, je vous écoute. Allez, je vous écoute. Monsieur. Dites donc, vous dites bien que les viandes susceptibles de provoquer. Est-ce qu'il y a des variantes sur les gens qui sont végétariens ou végétaliens? Sont-ils dans le cancer classique, puis la population classique? Pas du tout. J'ai pas personnellement pour avoir fait un peu des recherches épidémiologiques. Pour l'instant, l'étude qui a été faite, elle date de 2015. C'est une synthèse aussi qui parle de Parika et il parle pas des régimes végétariens. Pour l'instant, on va parler de famille d'aliments, donc plutôt augmenter effectivement sa consommation de fibres, certainement par les produits céréaliers et légumineuses. Mais pour l'instant, je ne sais pas avec les recherches que j'ai trouvées. Alors la consommation de fibres, s'il est excessif, depuis des inflammations digestives de type chronique et des inflammations chroniques et des inflammations qui sont plus malades. Quel est la bonne équilibre? Quel est la bonne équilibre et comment Alors, déjà si on parle un petit peu des chiffres, la recommandation c'est 25 à 30 grammes de fibres par jour. On a l'impression que c'est pas des chiffres, mais quand on compare avec les chiffres qui indiquent que 90% de la population française n'atteint pas ces recommandations-là, ça veut dire que quelle est la consommation réelle des fibres? On a 20% de gens qui arrivent à consommer 25 grammes de fibres par jour. Et je ne sais pas si on va pas refaire une animation, mais est-ce que vous consommez tous des fruits à chaque repas, des aliments etc. Donc, en fait, on ne demande pas de surconsommer des fibres, mais simplement de consommer d'une manière raisonnée. C'est 400 grammes de fruits et légumes. C'est 400 grammes de fruits et légumes par jour. C'est ça? Oui, à peu près. Oui, à peu près. Ça, c'est la alimentation spécifique des fibres, les fruits et légumes, produits céréaliers, fibres, on entend bien les produits céréaliers. Dans le cas du cancer colorectal, c'est vraiment même les fibres issues des produits céréaliers qui sont plus intéressantes que les fibres qui sont contenues dans les végétaux. Et après, on va avoir les aliments complets aussi. À peu près 400 grammes. C'est à peu près 400 grammes, mais... Voilà, c'est ce que vous avez dit à Marseille la semaine dernière. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que en fait, 25 grammes, on dit 25 grammes, c'est quoi? Oui, je les mange les 25 grammes. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est à peu près 400 grammes, c'est ce qu'il faut dire, je pense. Et en gros, en France, on est à peu près à 200 grammes par jour. Disiez, on est bien dans ça des recommandations. On est bien dans ça des recommandations. Nous, on n'apprécie pas forcément de parler en grammes. C'est-à-dire que 400 grammes de fruits et légumes, finalement, qu'est-ce que ça représente aussi?
un poids d'une salade verte et un poids d'une courgette va être différent en fonction du volume. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup en termes de portions. On va être sur 2 portions de fruits par jour, on va être sur 3 légumes, donc ça peut être une crudité plus 2 accompagnements de légumes, un féculent complet, des féculents chaque repas, de la consommation de pain, etc. Donc c'est pas simplement aussi une question de consommer des fruits et légumes. Après un régime riche en fibres, on ne pas obligatoirement de l'inflammation chronique. Alors ça peut effectivement donner des symptômes. Les symptômes, ballonnement, météorite, mais disons qu'il n'y a pas de lésion inflammatoire chronique qui serait précurseur de... Moi, j'ai pas connaissance de ça. Après, il y a différents types de fibres. Si je peux me permettre aussi, on va avoir les fibres qui sont pour retenir l'eau, retenir l'eau et digestes, et les fibres qui vont être plus digestes, et les fibres qui vont être insolubles, elles sont fermentescibles. En fait, elles restent dans les intestins, elles gonflent, elles fermentent. C'est ce qui peut être responsable justement et qui peut irriter un petit peu. L'idée, c'est pas de consommer que du chou et des légumes secs. On va en fait tout le temps être dans la variété de ce qu'on va consommer, et on va consommer du coup des légumes crus qui sont moins digestes, des légumes cuits, etc. Donc c'est vraiment alimentation variée et équilibrée avec les recommandations qu'on ressasse depuis plusieurs années maintenant. Merci. Alors, est-ce qu'il y a... Attends, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vous savez tout ce que vous savez tout ce que vous pouvez manger, madame, là, voilà, c'est bon. Ah, bravo. Ah, bravo. Bonne question. Le tabac, on peut vous donner des chiffres, c'est entre 18 et 20%, mais simplement ça ne nous concerne pas directement en tant que on voulait mettre nutritionniste, on voulait mettre un accès vraiment sur le côté alimentation, même au niveau de l'alcool. On parle de l'alcool, mais après il y a aussi un versant addictologique que nous on ne maîtrise pas. Effectivement, le tabac fait partie des comportements et modes de vie qui peuvent être directement modifiés, c'est ce qui reprend plus de typologies de cancer. On voulait vraiment se concentrer sur l'alimentation et l'activité physique. Mais le tabac, donc, est un facteur favorisant. Le tabac, donc, est un facteur favorisant le cancer de l'oreille. Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si vous en avez parlé, je m'excuse, ça m'a fait échapper. Vous n'avez pas parlé de l'alimentation ultra-transformée. L'aliment ultra-transformé, c'est 35% de notre alimentation aujourd'hui en France. 60% des États-Unis. C'est les pizzas industrielles, c'est les lasagnes que vous achetez au supermarché, les magnums, enfin, les trucs que vous mangez sur la télé. Est-ce que c'est un véritable impact? Est-ce que c'est un véritable impact sur le cancer de l'oreille? Alors, nous, on a voulu se concentrer que cancer colorectal, donc on a rappelé les 3 points qui étaient les plus importants. Effectivement, l'alimentation ultra transformée avec des additifs et à risque de développer des cancers en règle générale. Et sur cette alimentation, on va concentrer sur cette alimentation-là. Après, dans notre alimentation équilibrée, il faut vraiment éviter les aliments qui sont transformés. C'est sucré, c'est salé, c'est riche en acides gras saturés. Ça augmente toutes les maladies inflammatoires. Oui, tout à fait. Ça augmente le risque de toutes les maladies inflammatoires. C'est très inflammatoire. Même les maladies ostéo-articulaires. Ok, bon. Vous êtes repus? Bon. Vous êtes repus? On continue alors? Oui. Ok, bonsoir à tous. Du coup, donc, moi je suis désolée, il va y avoir un peu de redite. Donc, test immunologique ou coloscopie, quelle stratégie adopter? On m'a dit que voilà. Donc, c'est une maladie fréquente, je vais passer vite. 47 582 nouveaux cas en France en 2023, plutôt autour de 70 ans. Deuxième cancer chez la femme, troisième cancer chez l'homme. Maladie grave, 7 875 décès. Attention, 4 à 6% des cas avant 50 ans. Alors là, du coup, on ne va pas du tout parler, mais il y en a. La survie est liée au diagnostic. Donc là, je ne vous apprends rien, plus c'est découvert tard, plus c'est mortel. Du coup, lorsqu'on a un stade métastatique, quand ça a commencé à se balader, on n'a que 14,3% de chances d'être en vie à 5 ans. La survie nette à 5 ans, quel que soit l'âge, ça nous varie, c'est 63%. Sachant qu'on a tendance quand même à avoir une diminution d'incidence et une diminution de la mortalité. Une maladie dépistable. L'objectif du dépistage, c'est de détecter des lésions précancéreuses ou des cancers à un stade précoce, pour permettre une prise en charge plus curative, moins agressive et moins coûteuse qu'une prise en charge tardive. On a la chance, avec le cancer du côlon, de connaître la carcinogénèse de cette maladie. Donc, tout part en fait d'un polype, un adénome, un carcinome, je vais le montrer après, qui dégénère, pas tous, mais certains dégénèrent sur une séquence d'évolution qui est quand même lente.
On a la chance dans le côlon, on pense quand même au cancer du pancréas, malheureusement, on n'a pas encore cette chance. La carcinogénèse est connue, donc il y a plusieurs voies. L'adénome, la dysplasie pas grave, au grave, le cancer in situ et le cancer invasif. Mais on a également la voie des faisceaux-nés qui est un petit peu plus rapide. Et ça obéit donc à plusieurs types de mutations qui sont également connues et qui peuvent être recherchées. Les facteurs de risque, voilà, l'âge de 50 ans, les antécédents familiales ou personnels d'adénome ou cancer colorectal, et quel que soit l'âge, même chez le grand-père à 90 ans, ça compte. Le fait d'avoir une maladie inflammatoire de l'intestin, la rectocolite hémorragique, une maladie de Crohn, la mutation génétique, liée au mode de vie, la sédentarité, le surpoids, l'obésité, l'alimentation, la consommation d'alcool et de tabac. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est le cumul de risques. Alors, il faut savoir que des scores ont été développés pour prendre en considération tous ces facteurs de risque. Il y en a plusieurs qui ont été étudiés. Celui qui est finalement le plus parlant pour nous, c'est le score de Kaminski, parce qu'il repose sur une cohorte pour l'OMS européenne. Il a pris en compte donc l'âge, les antécédents familiaux, le sexe, le tabac et le surpoids, l'obésité. Donc en fonction de ces critères, des scores étaient attribués, des points 0, 1, 2, 3. Et en fonction du score total, il développait donc le risque d'adénome avancé et ou de cancer colorectal. Donc je suis un homme de 56 ans, je fume et je suis en surpoids. Et bien en fait, j'ai un risque de 10 à 20%, ce qui est un risque comparable au sujet de ça fait beaucoup de monde. Mais ce n'est pas la stratégie qui est développée en France, on n'utilise pas le score de Kaminski en pratique quotidienne, on se repose sur les recommandations HAS de la Haute Autorité de Santé, qui a défini en fait 3 populations de cancers, les cancers sporadiques, qui ont un risque moyen, les cancers familiaux et les cancers génétiques, et tout part de là en France. Attention, c'est des patients asymptomatiques, bien sûr. Donc pour les cancers sporadiques, donc les patients qui ont un risque moyen, on risque de développer un cancer colorectal dans toute leur vie de 3 à 4%. Donc c'est la population générale de plus de 50 ans asymptomatique. Et chez eux, donc, le dépistage, la recherche immunologique de sang dans les selles, tous les 2 ans est recommandé. Pour ceux qui ont un antécédent familial ou personnel au premier degré d'adénome ou de cancer colorectal, de MICI, eux c'est 4 à 10% de leur vie entière et eux on fera une coloscopie. Et rapidement, les cancers génétiques, c'est ceux qui ont des PAF, les syndromes de Lynch. Là, il y a parfois 40 à avoir 100% de risque de développer un cancer. C'est très rare. Et là, du coup, c'est un dépistage vraiment individuel chez des patients qu'on envoie chez un oncogénéticien. Et c'est des coloscopies avec la chromo-endoscopie que vous avez parlé, Philippe. Le test, je vais passer super vite, mais voilà, depuis 2015, il est vraiment spécifique de l'homme. Je suis désolée, c'est pas parce qu'on a mangé du boudin, je sais pas quoi, ça rend pas le test positif. C'est vraiment un saignement humain. C'est pas un saignement gastrique, donc c'est vraiment du côlon ou du rectum. C'est quantitatif, automatisé, donc la lecture c'est par une automate. C'est un seul prélèvement par rapport à avant. Et le seuil en France a été fixé arbitrairement à 30 grammes. Ce n'est pas le même dans tous les pays. C'est des questions économiques. Et docteur, c'est des traces de sang qu'on ne voit pas à l'œil. Tout à fait. Une goutte de sang dans les selles, franchement, on passe à côté. Et c'est tout l'intérêt du test. Il ne faut pas attendre de voir du sang dans les selles. Malheureusement, quand on a du sang dans les selles, on a un cancer. Alors, oui, sauf si on a des hémorroïdes. Alors, non, désolé aussi. Des rectoragies chez un patient de plus de 45 ans, c'est coloscopie obligatoire, quel que soit l'état des hémorroïdes. Il faut avoir eu une coloscopie récente pour être rassuré, mais je crois qu'on s'est tous fait avoir, malheureusement. 30 ans, rectoragie, et on a un cancer du côlon. Enfin, on fait une coloscopie. On fait une coloscopie et heureusement, on s'en aperçoit comme ça. Mais oui, en fait, il faut. Ça fait partie des faux positifs, mais dans ces conditions, on est content, en fait. Alors, le test n'est pas parfait, ça a quand même une sensibilité de 81 à 89% des cas, et ça, il faut le dire. Ça nous arrive d'avoir des patients qui ont un cancer avec du sang dans les selles et un test négatif. C'est donc 11% des cas. La spécificité, par contre, très bonne. Quand il y a du sang, quand c'est positif, c'est qu'il y a vraiment du sang. C'est gratuit, un avantage. Voilà, bon, alors il y a plein de modalités de réalisation, il y a plein de vidéos, il y a plein de tutos, c'est quand même assez facile, même pour les gens qui ne parlent pas français, même pour les gens aveugles, enfin, il y a plein de choses. J'ai pas tout remis, c'était la carte en France, donc voilà, j'ai envie de vous dire, on est finalement pas trop mauvais, nous. Population cible, 19,7 millions de personnes,
34% en France en 2022-2023. Je voulais juste vous dire que c'est probablement un résultat qui est sous-estimé. Vous me direz si j'ai faux, mais il y a une étude qui a été parue en PACA qui prenait en compte aussi les gens qui en fait avaient eu une coloscopie moins de 5 ans. Et finalement, on approcherait plus en France autour de 46%. Le 34%, c'est vraiment probablement sous-estimé, on est sûrement pas si mauvais. Le test est positif dans 4% des cas, et pour les gastro-entérologues, c'est vrai que c'est plutôt une urgence organisationnelle, il faut qu'on se dépêche, ou en tout cas qu'on ne programme pas dans un an. On trouve, lorsque le test est positif et qu'on réalise une coloscopie, on retrouve dans 40% des cas une lésion significative, et dans 8% des cas un cancer. C'est quelque chose qu'il faut dire aux gens en consultation. En fait, la médecine, c'est une question de statistique. Donc voilà, monsieur, vous avez un test positif, madame, voilà, 40% de cas où je trouve un polype avancé qu'il faut quand même enlever assez rapidement, et 8% un cancer. Réduction donc, de la mortalité, ça c'est bien prouvé. En France, 90 000 coloscopies par an pour un test positif. Il faut des gastro-entérologues. Et le problème est là quand même aussi, parce qu'en 2013, le délai moyen entre un test positif et la coloscopie était de 62 jours, et le délai s'allonge. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais n'empêche qu'il y a quand même la démographie médicale n'est pas en faveur. On essaie quand même de se dépêcher. Voilà, donc avec un taux de 30%, on évite 2200 cancers par an, 2600 décès, et on voit qu'au plus on augmente le dépistage, finalement on réduit la mortalité, on réduit les cancers, etc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des soins du cancer, mais d'avoir des rayons, d'avoir de la chimiothérapie, ça c'est des séquelles qui restent à vie quand même. Donc juste un petit mot rapide sur la coloscopie. La coloscopie, c'est un acte médical qui ne peut pas se faire n'importe comment. Ça répond à des critères qui sont édictés par la Société française d'endoscopie. Donc je vous ai mis juste les critères majeurs, une consultation, une information, un consentement, une checklist, on vérifie l'identité du malade, etc. avant le geste. Une taux de préparation colique adéquate. Philippe vous l'a dit, mais il faut que les gens soient propres, sinon on ne voit rien. Donc avec un score de Boston qui doit être supérieur ou égal à 7. Il faut que le gastro-entérologue atteigne le bas foncécal, donc tout le bout du côlon dans plus de 90% des cas, qu'il soit capable de voir des polypes. Il ne faut pas qu'il ferme les yeux quand il fait la coloscopie, ça ne marche pas. C'est plus de 25% des cas. Et il faut que quand il enlève la lésion, il le fasse comme il faut. Il y a des critères de qualité mineurs, mais là je passe aussi. Les complications, il faut le dire. 45% des coloscopies sont effectuées chez des patients asymptomatiques, 8% pour FIP, 18% pour antécédent familial et 19% pour antécédent personnel. Les complications, donc la mortalité, 2,9% 1000 coloscopies, le saignement, 2,4 pour 1000 et la perforation, 0,4 pour 1000. Le saignement majeur, il survient jusqu'à 19 jours dans la littérature, plutôt 3 à 4 jours. Majeur, c'est ce qui nécessite une hospitalisation de plus de 10 jours, de la réanimation ou une transfusion. La perforation, jusqu'à 1 à 5 jours post-coloscopie. Bien sûr, ces complications dépendent du malade, dépendent du geste qu'on a effectué, si on en a effectué un ou pas, des comorbidités, un patient qui a des anticoagulants, c'est plus un risque de saignement, et s'il est symptomatique. Et encore, la dernière ligne qui est difficile à entendre, mais c'est vrai, 3 à 9% des patients ayant eu un cancer colorectal ont eu une coloscopie à moins de 3 ans. Les gastro-entérologues n'ont pas un taux de 100%. Il faut le dire aux patients. Je pense qu'on approche des 98%, mais malheureusement, on n'est pas inférieur. Le rythme de surveillance, c'est compliqué quand même. Ça dépend des antécédents, du type de polype et de l'âge. Globalement, quand la coloscopie est normale, on peut attendre 5 à 10 ans avant de faire quoi que ce soit. S'il y avait des polypes mais qui sont bénins, on a tendance à réaliser une coloscopie entre 5 et 7 ans. Et pour les polypes à risque élevé, c'est une coloscopie à 3 ans. Et je vous fais grâce des résections en plusieurs morceaux qu'on appelle piecemeal, des maladies de Crohn, des rectocolites hémorragiques et de formes familiales. Là, c'est vraiment spécifique. Les messages clés sont là parce que c'est cela qu'il faut retenir. Soit le test pour les patients qui ont la population générale de 50 à 74 ans et la coloscopie pour les autres. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la coloscopie? Monsieur. Moi, j'aimerais savoir, le test, il est fiable à combien de pourcents? Le test est fiable à combien de pourcents? Alors, dans l'autre sens. Hop. Alors, du coup, donc, la sensibilité, c'est-à-dire la capacité du test à dire quand il y a un saignement dans les selles à être positif, c'est de 81 à 89%.
Donc ça, voilà, c'est la sensibilité. Et la spécificité, c'est-à-dire quand le test est positif, de dire, enfin, est-ce qu'il y a vraiment un saignement, c'est de 95%. Vous allez retrouver ce chiffre. Mais voilà, les statistiques. Juste ce qu'il faut rajouter pour répondre à une C'est plutôt super fiable. C'est tout l'intérêt aussi de faire ce test tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu que le process, Julie nous l'a dit, que ça évolue sur 10 ans. Alors comme en plus, il n'y a pas une sensibilité exceptionnelle, il est bon quand même, très haute, il est bien meilleur qu'avant. C'est mieux que l'œil, déjà. Voilà, surtout sur le patient asymptomatique, mais en le faisant tous les 2 ans, on augmente aussi, je veux dire, le taux de détection. C'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Et un test positif, c'est coloscopie. Il ne faut pas refaire le test, parce que ça on a vu déjà ça, en disant bah, je le fais finalement 10 jours après, je refais faire un test dans un laboratoire, c'est négatif, parce qu'un polype ne saigne pas tous les jours de façon permanente. Donc en fait, tu peux avoir des saignements de façon paroxystique comme ça. Donc en fait, un test positif égale coloscopie. Moi j'ai une question sur la colo. Quand j'ai fait une colo, je suis couvert, entre guillemets, on a bien compris, pendant combien d'années avant de, si elle a été négative, avant de faire de retomber dans le test, c'est ça, après on passe au test. Eh ben, Donc alors 2 ans, ah non, pas du tout. Ah non, alors évidemment, avant on nous disait que c'était 5 ans, mais avec la pénurie de gastroentérologues, maintenant on nous dit 7 à 10 ans. Oui, mais c'est pas... À Marseille, ils n'ont pas dit ça. Ils ont peut-être plus de gastro à Marseille. Non, si, ils sont sur les 5 ans, quoi. Attention, c'est pas à cause de... Bon, il y a la pénurie de tête, mais qui montre qu'il y a peut-être une accessibilité à la coloscopie plus difficile qu'avant. Mais le test a été aussi éloigné tout simplement parce qu'on surveille trop les patients. Tous les 5 ans, c'est un peu trop rapproché. Oui, en fait, il y a des patients qui sont super stressés. Voilà, donc en fait, c'est pas... Non, on n'éloigne pas parce qu'il y a de la pénurie, quoi. Oui, mais en fait, quand même, on est quand même assez rassuré. Un patient qui a une coloscopie normale. Par contre, il faut que, comme disait Julie, il faut que les patients aient été bien préparés et que la coloscopie ait été faite dans de très bonnes conditions. Quand il faut voir un gastro-entérologue, il faut tout ramener. Voilà, je suis désolée, mais il faut ramener son compte rendu, il faut tout ramener. Voilà, donc en fait, voilà. Et Julien va vous en dire plus sur les moyens pour augmenter la détectabilité des adénomes. Un polype va mettre combien de temps à... Une dizaine d'années. Potentialisé. Un polype pour se développer en cancer, c'est ça? Oui, non, un polype déjà pour émerger. Ah bah, au départ, c'était un micropolype, c'était une prolifération glandulaire. Oui, parce que si on laisse 10 ans après une coloscopie, avant de refaire un FIT, ça laisse... Alors, c'est pas, je reviens, c'est pas tout à fait les recommandations. Coloscopie normale, consultation de prévention à 5 ans. Vous êtes un homme de 70 ans qui fume, qui est en surpoids, moi je refais une coloscopie. Et ben oui, parce qu'en fait c'est un peu trop. Enfin, les ABAC sont là pour rassurer les gens, mais. Alors en fait, si je peux me permettre, je ne suis pas médecin, mais bon, ça fait un certain nombre de conférences que je fais et j'entends les remarques des médecins. On fait une colo, on n'a rien, vous sortez, on dit c'est bon, c'est nickel, rien du tout. On va retomber dans la surveillance avec le test au bout de 5 ans. C'est-à-dire que vous n'allez pas refaire une colo à 5 ans, vous allez faire le test au bout de 5 ans. Et vous retombez dans la surveillance tous les 2 ans. Donc, si jamais il y a des saignements... Si on enlève un polype, on rentre dans le dépistage par coloscopie. Et là, comme disait Julie, bah voilà, en fonction du polype, du facteur de risque, on la fera à 5 ans, ou à 7 ans, ou à 3 ans, si le polype était particulièrement suspect, etc. Bah voilà, c'est en fonction, c'est pour faire passer des messages simples, c'est ça. On est plutôt bien screené quand même. Voilà. Il y avait une petite information qui était là, on va prendre la question, juste une petite information. Sur le test, là, on nous a dit qu'il fallait le faire en début de semaine. Oui, parce qu'il est stable à moins de 25 degrés. Il est stable, oui. Puisque il ne faut pas passer le week-end, voilà. Il ne faut pas le faire vendredi matin, je le mets sur la table et puis je le poste, je le posterai en début de semaine, j'y vais le mardi. Voilà, parce que ça sera trop tard. Faire attention aux fériés. Pardon. Faire attention aux jours fériés. Voilà, faire attention aux jours fériés aussi. Éviter les fortes chaleurs, voilà. Donc ne le mettiez pas sur le radiateur. C'est ça? Et en plein été, c'est pas la meilleure période pour le mettre dans la boîte aux lettres en plein soleil. Ok. Alors, il y avait une question, je ne sais plus, monsieur. Moi, je vais juste rappeler aussi que c'est parce que s'il y a des nouveaux symptômes, vous pouvez à refaire test, il faut attendre les 10 ans ou les 5 ans. Ah oui, c'est les patients asymptomatiques. Le test, c'est patient asymptomatique. S'il y a des symptômes, c'est consultation et puis examen. Si le gastro-entérologue dit consultation de dépistage dans 5 ans ou dans 7 ans, si on a des symptômes, il faut quand même aller voir, reconsulter. Alors, il y avait une question, c'était où?
C'est peut-être ici, non, au deuxième rang, il y a la question. Avant-dernier rang. Avant-dernier rang. Monsieur. Juste peut-être une dernière question. Vous avez parlé de l'importance des délais, vous avez parlé du manque de gastroentérologues. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une perte de chance pour les habitants des Hautes-Alpes par rapport aux habitants des grandes agglomérations avec des délais? Non, au contraire. On a des délais ici, alors même s'ils ne sont toujours pas, parce que dans les recommandations, les délais sont très courts. Nous, en tout cas, on est en deçà des délais des grandes villes. Et non, au contraire, l'accessibilité, elle est très bonne chez nous quand même. Même malgré les problématiques qu'on peut rencontrer. C'est quoi le délai pour... Nous, on est toujours entre 1 et 2 mois. Un mois, voilà, on a notre coordination qui nous dit que c'est 1 mois. Dans des grandes villes, c'est entre 3 et 6 mois. Donc c'est une vraie perte de chance. Dans les grandes villes, alors. Pas chez nous. Pas chez nous. Après, c'est difficile de bien estimer la perte de chance. Parce qu'en fait, vous allez tomber sur un polype qui n'évolue pas en 6 mois. Sur un cancer, effectivement, mais c'est très difficile à évaluer la perte de chance qu'on a sur le délai qui est un petit peu plus long dans les grandes villes. En tout cas, on est rassuré plus rapidement et ça, c'est Voilà, déjà déjà, il y a une urgence un peu psychologique. Ok. Alors, autre question où on peut avancer? Justement, on va... Merci Julie. Alors, une petite introduction avant de commencer. Effectivement, malgré le fait que je suis censée vous convaincre ce soir, vous avez une liberté de choix. C'est-à-dire que personne ne peut vous obliger à faire un test que vous refusez de faire. C'est tout à fait normal de ressentir de l'appréhension face à des examens médicaux. D'autant plus que, effectivement, le dépistage du cancer colorectal, ça touche le rectum, l'anus, le côlon, pas trop le genre de sujet dont on va parler pendant un repas de famille ou entre amis. Ou alors vous avez des conversations spécifiques, mais vous êtes plutôt soignant dans ce cas-là. De manière générale, notre cerveau, on a une préférence pour le confort immédiat. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas nous coûter cognitivement, ça va plus nous arranger que l'idée d'une prévention future. D'autant plus si on est asymptomatique. Le processus de pourquoi on propose le dépistage, il est multifactoriel. Il y a la faible perception du risque, c'est-à-dire que tant qu'on est asymptomatique, finalement on ne se considère pas comme une population à risque, les femmes des fois encore moins que les hommes. Il y a les freins organisationnels et pratiques qui, ça quand même, sont d'autant plus levés depuis qu'on a transformé le test en quelque chose d'encore plus facile. Le manque d'information, les facteurs socio-économiques, malheureusement plus on a un facteur socio-économique bas, moins on participe au dépistage. L'influence des professionnels de santé est extrêmement importante, c'est le premier levier en France. C'est-à-dire qu'un médecin traitant qui va encourager ses patients à faire le dépistage, qui va proposer une consultation dédiée, la majorité, voire la totalité de ces patients vont le réaliser. Et les facteurs psychologiques qui vont nous intéresser un peu plus ce soir, en tout cas pour moi. Donc on va avoir forcément la peur du résultat, la gêne et le dégoût, parce qu'effectivement jouer avec son caca, c'est rarement un truc qu'on aime faire passer l'âge de 3 ans. Le fonctionnement à court terme, que je vais vous expliquer, l'évitement, et la pensée magique, c'est-à-dire, ça m'arrive, c'est impossible que ça n'arrive qu'aux autres. Et dans ce cas-là, j'ai le regret de dire que généralement vous vous trompez. Le fonctionnement à court terme. La plupart des gens, on fonctionne à court terme. C'est-à-dire que, en fait, on va éviter l'angoisse en évitant le test. En pratique, par exemple, la nuit, vous êtes au fond de votre lit, il est à peu près 2h du matin, vous avez une envie pressante d'aller faire pipi. Fonctionnement à court terme, je vais me rendormir, ça va passer tout seul. Très illusoire, parce qu'en fait, vous allez rester dans un état de semi-conscience, semi-sommeil, vous allez garder l'idée en tête, et tant que vous ne serez pas levé et que vous n'aurez pas pris le temps d'aller aux toilettes, vous ne pourrez jamais vous rendormir complètement. Pareil pour les messieurs, souvent ça concerne plus les messieurs, qui attendent que le réservoir d'essence soit sur le rouge, en se disant « mais non, mais j'irai plus tard, j'aurai le temps ». Et quand on prend la voiture derrière, forcément, il n'y a plus d'essence et on est en retard. Je parle d'expérience. Stratégie face à la peur. On a tous peur d'un résultat d'un examen. On n'y va jamais la fleur au fusil en étant content d'y aller. Vous avez la fuite, simple, efficace, la sidération, on attend, et l'action. La peur du cancer, elle nous entraîne souvent à éviter le dépistage. Par contre, il faut quand même être bien conscient qu'elle n'évitera pas un cancer d'apparaître. La réalité du dépistage, franchement, c'est simple, rapide, gratuit.
non douloureux, ou alors vous l'utilisez mal, et à domicile. Donc c'est quand même plutôt sympa pour la préservation de la vitamine D. Je le précise parce que si vous n'avez pas vérifié le tuto avant, ça peut être problématique. Le pouvoir du dépistage. Le cancer colorectal, c'est le 3e cancer le plus fréquent dans le monde. 2e chez les femmes, 3e chez les hommes. Si j'ai bien retenu ce qu'on a dit, il est asymptomatique pendant très très longtemps. Mais il est évitable, de par les recommandations que nous ont dit nos collègues, et puis de par, du coup, le dépistage. Donc le dépistage, il ne permet pas de détecter un cancer, il va permettre de détecter une anomalie qui potentiellement va se transformer en cancer un jour. C'est quand même plutôt sympa d'avoir un pouvoir là-dessus. Chaque année, il y a des millions de personnes qui font ce test. Ça vous paraît peut-être pas tant que ça, mais vous voyez, si vous en parlez autour de vous, vous verrez que votre banquier, votre boucher, votre facteur, vos frères et sœurs, vos pères et mères, ils ont fait ce test-là. Donc parlez-en avec eux, vous verrez, vous serez surpris et ça évitera que ce soit tabou tout le temps. Le dépistage, il permet une prise en charge précoce et il permet surtout de prendre soin de soi. C'est pas dans toutes les maladies qu'on a des facteurs sur lesquels on peut influer et sur lesquels on peut avoir une forme de pouvoir. Et ça permet aussi de prendre soin des gens qu'on aime. Parce que rentrer dans un parcours de soins beaucoup plus lourd et beaucoup plus douloureux pour les gens qu'on aime, c'est quand même problématique. Votre super pouvoir à vous, c'est transformer votre peur en pouvoir d'agir. Donc détecter précocement un cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10, plutôt pas mal. Donc vous avez juste à réfléchir en conscience et à vous poser la question de qu'est-ce qui vous empêche de le faire et de finalement qu'est-ce que vous gagnerez à y faire. Vous n'avez plus qu'à passer à l'action, vous enfilez vos calques, vous allez chercher vos petits tests. Si vous y réfléchissez bien, parce que dans la salle, il y a des gens qui ont l'âge de le faire largement, vous avez juste à aller le chercher. Donc, médecin traitant, pharmacien. Pour les agoraphobes, j'ai mis le site sur lequel vous pouvez les commander et qui arrive directement à la maison. Vous faites ça, mais surtout, vous fixez une date limite, parce que sinon, vous procrastinez et vous ne le faites jamais. Merci de votre écoute. Merci, madame. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ça nous a stimulé cette petite intervention. Ouais. On a des kits à la sortie. Alors, on a des kits à la sortie, voilà, on en donnera. Moi, j'ai une question à vous poser, madame. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne Va chier? Va chier, il y a la Ligue qui est là, hein, la Ligue contre le cancer. Voilà, vous êtes là, monsieur, c'est vous. C'est vous. Ben voilà, il est là, c'est monsieur. Vous avez bien stimulé, c'est bien. Bon, c'est efficace, ça ou pas? Elle est efficace. En fait, les campagnes, généralement, de prévention sont efficaces à partir du moment où elles ne s'appuient pas que sur de la peur. La peur ne fonctionne pas, elle renforce plutôt les défenses de chacun. Donc, à partir du moment où on tourne les choses, soit de manière un peu comique, soit en faisant appel du coup à un engagement, ou en tout cas à l'idée qu'on peut prendre soin de soi ou des gens qu'on aime, les campagnes deviennent beaucoup plus efficaces. Mais je répète quand même que le facteur le plus puissant, c'est vraiment le travail du médecin traitant. Médecin traitant, médecin spécialiste. Et réellement, c'est celui-là le levier le plus fort en France aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que parfois ils n'ont pas le temps, ce qui peut s'entendre aussi, hein, parce que c'est pas le seul dépistage en plus qu'ils ont recommandé. Souvent ils n'ont pas ça. Souvent ils n'ont pas ça. Ça serait tellement simple finalement qu'ils vous disent vous avez 50 ans, tenez, mon bon monsieur. Allez-y. Alors, ils peuvent l'avoir. Hein. Maintenant, c'est un acte qu'ils peuvent coter directement. Donc, effectivement, ce n'était pas le cas il y a quelques années, sauf qu'aujourd'hui, c'est un acte qu'ils peuvent coter et donc pour lequel ils peuvent être aussi rémunérés, ce qui, quand même, fait diminuer l'idée de dire j'ai pas le temps. Ça demande une consultation, c'est pas extrêmement long, hein, 15-20 minutes avec une personne pour lui expliquer les bienfaits, le risque et comment ça fonctionne suffisent du coup à adhérer à 80-90%. C'est quand même pas mal. J'ai une autre question à vous poser sur l'incitation financière. Je m'explique. Dans certains États, notamment aux États-Unis, en Californie, ils sont à 85% de tests, les 85% des gens font le test. Parce que s'ils ont un cancer colorectal, qu'ils n'ont pas fait le test, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale pour les soins. Donc ils sont montés à un taux de 85% d'adhésion, évidemment, et avec une baisse phénoménale du nombre de cancers colorectaux. Est-ce qu'en France, chez les rebelles, chez les Gaulois, quelque chose comme ça pourrait fonctionner?
Alors, ce qui paraît difficile, aux États-Unis, ils ont quand même une culture où, de toute manière, ils payent énormément leurs soins médicaux. En France, on n'est absolument pas habitué à ça. Du coup, on risque plutôt d'activer des freins sociétaux qui risquent d'aller dans le sens inverse. D'autant plus que, avec ce genre de mise en place, vous allez quand même mettre encore en marge les publics les plus défavorisés qui n'auront pas forcément accès à l'information et qui, en plus, ne vont pas prendre forcément le temps d'y aller. Et du coup, vous allez créer des disparités de prise en charge et de soins qui vous paraissent assez inégales. Ok, mais alors on l'a vu, on est à 30% d'adhésion. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça pour que ça fonctionne, parce qu'il s'agit de sauver des gens. Oui, mais on ne sauve pas les gens en les forçant à faire quelque chose. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. L'idée, c'est plus on informe, plus on responsabilise l'autre, plus on lui montre qu'il a un pouvoir sur potentiellement une maladie, plus vous avez de chances qu'il adhère. Mais ça reste quand même du facteur humain, et le facteur humain, il ne se décide pas comme du facteur médico pur. Et donc il faut miser sur les professionnels de santé, dont un certain nombre sont présents ce soir pour faire passer le message. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Merci, Jonas. Vous expliquez comment l'intelligence artificielle va les aider à repérer des menaces qui peuvent leur échapper, qui échappent aux médecins. C'est ça, vous allez me parler de ça? On est tout à peu près. Bon, bonsoir à tout le monde et merci de nous accueillir une énième fois à Gap. Bon, on a bien compris l'importance des polypes, qui sont bien les précurseurs des cancers. Donc en vrai, notre objectif, c'est plutôt de retrouver des polypes et si possible, pas de cancer. Idéalement, on pourrait éviter presque le cancer du côlon. Donc, on sait que globalement, dans la population générale qui a, on va dire, plus de 40-50 ans, on est censé quand même trouver, en tant qu'endoscopiste, des polypes chez un patient sur 4 dans la population générale et chez un patient sur 2 qui a un test FIT positif. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, nos objectifs à nous. Nous, il faut qu'on sait que si on ne trouve pas ça globalement dans notre patientèle, c'est qu'on ne regarde pas bien, ou on a des côlons globalement qui ne sont pas bien préparés, mais bon, ça dépend un peu des patients et de combien ils ont envie de bien se préparer, de bien faire le job, mais aussi à quel point nous, on est capable de transmettre l'importance de la préparation et ainsi de suite. Donc, voilà, pour bien trouver tous ces polypes, il faut pouvoir bien voir. Et bien, comme si on veut regarder dans un tunnel, on a bien besoin que le tunnel ne soit pas bouché, il soit déjà accessible et qu'on puisse bien explorer les parois. Parce que ce qu'on veut voir, nous, c'est les parois du tunnel colique. Donc, bon, on l'a déjà vu l'image, c'est les pouvoirs d'Internet, ça. Donc, en gros, ça, c'est un côlon non préparé. Donc, il y a des selles solides, ok. Bon, bien évidemment, là, déjà, on ne voit rien. Mais en plus, on ne peut même pas monter avec notre endoscope. C'est vraiment impossible. Et l'endoscope ne permet pas de nettoyer un côlon comme ça. On n'a aucun moyen. Là, on a encore des résidus, on va dire, liquides, semi-solides. Alors, ces résidus-là, parfois, on peut aspirer un peu, on peut les diluer. Voilà. Ça prend quand même du temps. Et les résultats qu'on a ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir quand un côlon est bien préparé. OK ? Là, on a un côlon qui commence à être quand même déjà plutôt bien préparé. Il y a des petits résidus liquides, relativement transparents, qu'on arrive à aspirer avec l'endoscope, parce que notre endoscope a quand même la possibilité de nous faire aspirer des liquides notamment. Et là, on est sur un côlon vraiment bien préparé. Ça, franchement, c'est un plaisir. Désolée, mais quand on a des coloscopies comme ça, on voit bien, on sait qu'on fait un bon travail pour les patients. Voilà, c'est un bon travail. Ça demande quand même un effort aux patients de bien prendre leur préparation. Et ça provoque toujours du stress, ça. Mais on peut voir que ça peut très bien se passer. Donc, la préparation colique, souvent, on l'appelle une petite potion magique. Elle est effectivement déroutante, mais essentielle. Pas toujours, effectivement, sympathique à boire, même dégoûtante. On a parfois des petites astuces comme mettre au frais la préparation ou comme mettre du sirop. Il y en a qui mettent du sirop de citron, du sirop de menthe, ça dépend des goûts de chacun. Effectivement, le soir, la préparation, elle est plus facile à prendre que le matin à jeun avant de venir faire sa coloscopie. Car la préparation, elle se prend, pour qu'elle soit plus efficace, en 2 fois. Donc le soir,
et le matin, 2 heures avant de venir faire la coloscopie à l'hôpital. Donc, pour faire une préparation colique, il n'y a pas que la potion magique, il y a aussi le régime sans résidus, qui est important au moins la veille et, si bien toléré, 3 jours avant. Donc le régime sans résidus, c'est quoi? C'est tout le contraire de ce que nous ont dit les diététiciennes. Pas de fibres et pas de céréales complètes. Pas de gras. Voilà. Et quoi d'autre? Des grains. Et des grains. Parce que les graines, ça nous bouche les endoscopes. Si les gens sont constipés, on peut faire un renfort avec des lactatifs. Quelques jours avant. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on fait quand effectivement le tunnel était bouché ou le côlon n'était pas bien préparé, qu'il faut répéter la coloscopie en fonction du score de Boston qu'on a déjà vu. On arrête tout aliment solide à 18h la veille et bien sûr le matin de l'intervention bien à jeun, à part la potion magique. Voilà, ça on a dit. Et il faut bien sûr pas la boire en 10 minutes, mais pas la boire trop lentement, sinon le côlon ne sera pas bien préparé. Et bien sûr, comme la petite photo le montre, comme vous allez passer la nuit aux toilettes, pensez au magazine. Ou au journal local. Ou au journal Voilà, local. très bien. Tout à fait. Mais il va en falloir beaucoup, du coup les nouvelles seront beaucoup moins fraîches. Donc les polypes, on a déjà vu, ils sont parfois difficiles à voir, c'est pour ça qu'il nous faut un côlon bien propre, parce que là, pareil, on a déjà vu cette petite photo, donc celui-là il est plutôt évident, hein, on le voit bien. Celui-là, il peut se confondre avec une muqueuse, et ils peuvent parfois être plats, du coup beaucoup plus difficiles à voir. Mais si tout est bien propre, on a aussi l'intelligence qui peut nous aider. Alors, on va dire déjà d'abord l'intelligence humaine. Et si jamais, parfois, elle est un peu carente, l'intelligence artificielle aussi. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle en coloscopie? C'est un système qui est intégré au processeur de l'endoscopie. Hein. Donc, en fait, les processeurs sont les machines qui font fonctionner nos endoscopes. Ça, c'est si jamais quelqu'un de vous est déjà passé en salle d'endoscopie, on a un écran où on voit bien les images de notre examen. Ça, c'est l'endoscope. Et on a des processeurs. Donc, ces systèmes-là sont intégrés à ces processeurs. Ils aident à la détection et caractérisation des polypes. Alors, les polypes ne sont pas tous pareils, il y en a différents types, on l'a déjà vu un peu avec nos collègues. La vitesse de dégénérescence de ces polypes n'est pas la même. Voilà, et donc, ces logiciels peuvent nous aider à voir un peu plus de polypes, et aussi, ils peuvent nous aider à dire, est-ce que ce polype, il est vraiment malin, pas malin, mais précurseur d'un cancer malin. Il y a des polypes qui sont vraiment bénins et qui ne dégénéreront jamais. Donc ces polypes-là, idéalement, on peut les laisser en place, on n'est pas obligé de les retirer. Sauf que, alors, l'endoscopie des GR classiques a bien évolué dans ce sens-là, avec les colorations comme on a vu, avec la magnification. Même les endoscopies, ça arrive déjà un peu à prédire le risque de dégénérescence d'un polype. Mais parfois, on a quand même un peu du mal. Et sur ça, l'intelligence artificielle peut nous rajouter des petites infos. Et en plus, on est quand même des humains, donc malheureusement ça arrive que pendant un examen, le téléphone du travail sonne, qu'un collègue nous interpelle, qu'une infirmière nous demande quelque chose à juste titre. On a des médecins jeunes qui sont en formation et qui doivent aussi se faire l'œil, parce que voir un petit polype, c'est pas quelque chose qui est automatique pour tout le monde. Hein. Les capacités de détection des polypes par les humains ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Voilà, et on est fatigué. Quand on arrive à l'énième examen en fin de journée, on doit l'avouer, on a un peu plus du mal qu'à 8h du matin quand on est frais et tranquille. Donc, notamment dans ce cas-là, l'intelligence artificielle peut être vraiment intéressante. Alors, qu'est-ce que ça donne? En vrai, c'est des systèmes qui nous mettent des petites boxes. Là, vous voyez les petits angles là, et là, c'est un peu plus évident. Quand ils repèrent des polypes. C'est des systèmes qui sont éduqués à reconnaître les polypes. Donc en fait, ils ont, si vous voulez, ingurgité pas mal d'images. Ils arrivent du coup, quand ils trouvent la même image dans le côlon d'un patient, à nous mettre ces petites boxes pour nous dire, là, il y a quelque chose, fais gaffe. Alors, il y a des fausses images aussi, enfin des faux repères aussi, hein, donc parfois, ils peuvent interpréter des petits résidus pour un petit polype. Et c'est, bien évidemment, on est là, hein, donc on fait attention à ce qu'on fait, on ne retire pas des choses pour rien, mais voilà. OK?
Alors, c'est quoi le résultat des LIA? Il y a déjà quand même pas mal d'études qui sont sorties dans les dernières années. On sait que l'IA globalement aide à mieux voir les polypes. A priori, pour l'instant, avec les données qu'on a, il n'y a pas une baisse énorme du risque de cancer à distance. Comme on a déjà un peu, ça a été déjà évoqué, le cancer d'intervalle, c'est qui est très embêtant pour les endoscopistes. C'est si on fait une coloscopie aujourd'hui chez un malade et dans 3 ans, on lui diagnostique un cancer. Ça veut dire que globalement, on n'a pas bien regardé. Donc, ça, c'est voilà, très embêtant. Alors, l'IA peut nous aider à réduire un peu ces événements comme ça, mais bon, ce n'est pas non plus une réduction énorme. En tout cas, elle existe. Voilà, comme on a dit, elle nous aide à caractériser les polypes et éventuellement à décider que ce polype-là, il n'a vraiment aucun risque, on ne le résèque même pas. Ou sinon, c'est un polype vraiment à risque faible, on le résèque, mais on ne le fait pas analyser par les anatomopathologues parce que voilà, c'est un polype qui ne nécessite pas d'une analyse plus poussée. Et il peut nous aider, l'intelligence artificielle peut nous aider aussi à la formation des jeunes endoscopistes. En fait, ça peut aider un peu à éduquer l'œil. Mais docteur Gentilcamp, vous lui faites totalement confiance si vous dites bon celui-là il n'est pas dangereux là, vous habituellement vous le réséquiez, vous l'envoyez à l'analyse pour savoir s'il posait problème ou pas. Alors, et aujourd'hui vous ne l'envoyez plus à l'analyse. Non, en vrai, cette stratégie de ne pas réséquer ou de réséquer et ne pas analyser, elle existe déjà depuis plusieurs années. Hein. Elle n'a pas été inventée avec l'IA. Je pense qu'elle n'a pas trop pris pied parce que quand même, ça demande une responsabilité à l'endoscopiste de dire, ben voilà, je prends toutes les décisions, je ne résèque pas. Alors, ça arrive à tout le monde. Hein. Il y a notamment ce qu'on appelle des polypes hyperplasiques qui sont assez fréquents dans le sigmoïde de l'orectum. Globalement, tous les endoscopistes, on sait les reconnaître. Ils sont très petits. Si on les voit, moi, personnellement, parfois, je ne note même pas dans mon compte-rendu. En fait, c'est des polypes qui ne relèvent d'aucune importance. L'IA a un peu refait sortir cette stratégie. Et peut-être qu'on se sentirait plus en confiance de se dire, bon, j'ai cette impression, l'IA me le confirme, pourquoi pas. Voilà. Je pense que ça ne se fait pas partout pour l'instant. Hein, voilà. Et nous, en tout cas, sur le territoire, pour l'instant, on commence à réfléchir à l'obtenir, à l'acquérir l'IA, on ne l'a pas, donc pour l'instant, on fait confiance à nos yeux. Hein. On ne l'a pas encore, c'est-à-dire que... Mais on y travaille. À Briançon et à Gap, non, il y a peu de centres, il n'y a pas beaucoup de centres qui l'ont, hein, c'est pour l'instant. Parce que ça n'a pas prouvé une grande, pour l'instant, efficacité pour la détection par rapport à l'œil. En crédit du gastroentérologue, comme le disait Elena, c'est bien en fin de programme pour la fatigabilité, tout ça, pour éduquer les jeunes endoscopistes. Alors voilà, ça alerte. Ça a l'intérêt pour l'instant. Ouais. Enfin, après, c'est sûr, les patients aussi, on entend parler des LIA tous les jours, les patients aussi commencent à devenir peut-être un peu, alors Briançon pas trop, mais demandeurs d'avoir des systèmes de ce type-là. Donc, et dans les réco européennes, en vrai, réco, soi-disant, hein, c'est plutôt une première indication, ils disent, si le patient est demandeur, pourquoi pas l'utiliser. Mais il y a aussi un problème, justement, l'IA voit plein de polypes que nous, peut-être, on n'aurait pas vus. Et ce qui se produit aussi, c'est qu'on résèque plus de polypes que d'habitude, finalement, même trop, et qu'on finit par faire plein de coloscopies de surveillance qui ne seraient peut-être pas indiquées, en sachant que voilà, la baisse de cancer, elle n'est pas énorme, finalement. Donc on risque de démultiplier les examens, alors qu'on a parfois déjà du mal à programmer tous les malades, donc à surveiller trop des patients qui peut-être n'ont pas vraiment un bénéfice. Mais voilà, donc bon, franchement, c'est en phase de discussion. Et en plus, il y a ça, en fait. Les bons détecteurs de polypes, si on devient un peu paresseux, hein, c'est dans tous les domaines de l'IA. Plutôt qu'écrire un courrier, je fais faire à ChatGPT, mais dans 2 ans, je suis plus capable d'écrire un courrier. Donc c'est ça le risque. Et c'est ce qu'on voit un peu, c'est que les bons détecteurs, les endoscopistes qui ont un bon œil, ils s'entraînent moins finalement. Donc ils deviennent moins bons, naturellement. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas des indications claires et nettes comme quoi tout le monde doit s'équiper d'une IA en coloscopie et l'utiliser chez tous les malades tous les jours. Après, cela dit, il y a des choses difficiles à évaluer pour nous et moi je pense qu'à terme, ça sera vraiment utile. Mais on doit encore bien définir l'utilisation en général. Voilà, et donc quand toutes les planètes sont alignées, donc déjà on a fait notre test de dépistage, on a bien préparé le côlon,
Les humains ont déjà fait leur job, ils ont bien regardé médecins et infirmières aussi, hein, parce que quand même, si on a 4 yeux et 2 lunettes, ça marche mieux. Il faut les surveiller un peu parfois. Voilà. Et éventuellement, si on rajoute l'IA, ben, finalement, on évite le cancer du côlon. Merci de votre attention et bon courage. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Après, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les domaines de la médecine, de l'IA, bien sûr, elle va arriver. C'est en cours d'évaluation, c'est des systèmes qui ne sont encore pas, peut-être, qui vont progresser obligatoirement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est un petit peu, même nous, voilà. J'ai la sensation qu'il y avait un peu plus d'espoir au départ et que finalement, les études pour l'instant n'ont pas montré des résultats dramatiquement exceptionnels. Voilà. Ce sont des systèmes qui nous permettent en tout cas d'être alertés. Voilà, oui. Si on a une baisse de la vigilance. Ok. Merci Léna. Merci. C'est mes trucs d'étudiants. Ouais. Bon, nous, ça va être rapide aussi parce qu'on a faim. Donc, voilà, donc du coup, on va déjà se présenter. Donc, moi, c'est Vince Berg, étudiant de 3e année en école d'infirmier. Et je suis aussi le président du BDE. Et avec moi, j'ai ma collègue Jules Capucine-Limousin, étudiante de 3e année en école d'infirmier aussi, qui est trésorière et chargée de communication au sein du BDE. Donc, nous, ce soir, notre mission, c'est de présenter le rôle des étudiants dans la prévention. Donc, à propos de nous, donc, le bureau des étudiants, c'est quoi? C'est une équipe qui anime la vie étudiante, offre un soutien et organise des événements toute l'année. Ils jouent un rôle essentiel dans la prévention et le domaine de la santé publique. Donc, jusqu'à présent, les professionnels de santé étaient formés à soigner les malades. Et aujourd'hui, grâce à une formation plus spécifique, on est aussi formé à la prévention. On nous a aussi demandé pourquoi il est essentiel pour les jeunes professionnels de santé de s'investir. Tout simplement parce que devenir des soignants formés à la prévention et approfondir au sein de notre exercice notre rôle éducatif, c'est essentiel. De plus, nos innovations technologiques permettent un accès plus facile aux informations via les réseaux sociaux, un outil que nous utilisons pour toucher les nouvelles générations. Et du coup, notre rôle, c'est de prévenir, informer et sensibiliser. Donc, pour ça, on est sur les 3 domaines de prévention, donc primaire, secondaire et tertiaire. Ces 3 domaines constituent un pilier de notre formation qu'on a eu la chance de faire au sein de notre 2e année à travers le service sanitaire. Donc, c'est un stage qu'on effectue en école, en crèche, en EHPAD, auprès de plusieurs publics. Pardon, je me suis perdu. Donc, sur plusieurs thématiques, ça peut être l'hygiène de vie, les écrans, l'alimentation, l'activité physique et plein d'autres domaines. Donc, ces thématiques sont données par l'ARS. Et nous, notre mission, c'est vraiment la prévention primaire au sein de ces publics. Donc ça permet en fait de sensibiliser et de limiter le risque par exemple de cancer pour l'activité physique, l'hygiène de vie, auprès des plus jeunes, mais aussi des plus âgés. Donc on est formé à prévenir les sujets de santé publique à tout âge. Notre formation correspond également aux apports tels que les connaissances liées au cancer, donc, comme par exemple le cancer du sein ou le cancer colorectal. Et du coup, comment on fait? Donc, auprès d'Action Solidaire, on travaille avec nos partenaires et des événements phares. Donc du coup, on participe à différents événements qui sont tous pour différentes causes. Et nous, notre but et ce qu'on veut transmettre, c'est qu'on a on est formé en fait à soigner des patients qui sont malades. Mais nous, notre but en tant qu'étudiants, c'est de s'investir et de prévenir pour justement que la population ne tombe pas malade, ou du moins qu'ils soient un peu au courant et acteurs de leur santé pour prendre leur santé en main. Donc nous, on fait différentes actions. Pour Mars Bleu, par exemple, on participe à cette conférence-là. Après, on est en partenariat avec les Rapaces aussi, qui font quelques événements pour Mars Bleu, donc on les accompagne et ils nous sollicitent sur leurs événements. On tire des stands à l'hôpital et on participe au challenge Mars Bleu qu'on promouvoit à toutes nos promotions et à tous ceux qui veulent participer. Après, donc là sur la photo, on a participé au Relais pour la vie l'année dernière avec la Ligue. Donc ça, c'était une course de 24 heures où on a vraiment... là, on mettait en avant l'activité physique au profit de la Ligue contre le cancer. Dans le même thème, l'activité physique, on a participé au Trail Rose.
Et après, on travaille aussi avec le Téléthon, avec des actions sur le marché ou sur des stands tenus dans le hall de l'hôpital. Et on a travaillé aussi sur le mois sans tabac. Ça, c'était beaucoup une prévention sur les réseaux sociaux et avec des groupes de parole sur WhatsApp. Donc du coup, notre but, c'est de partager nos connaissances au grand public, de sensibiliser les nouvelles générations avec une politique plus moderne via nos réseaux sociaux et de former des futurs soignants qui soient engagés et bien sûr de travailler en collaboration avec les professionnels de santé qui nous encadrent et qui nous accompagnent. Et donc voilà, le but, et c'est aussi ce qu'il y a dans notre formation avec le service sanitaire que tu disais, c'est qu'on arrive à former la population, mais que ce soit à tous les âges en fait. Donc c'est pour ça qu'on intervient autant avec les tout petits à la crèche, où on va leur parler un peu de l'impact des écrans de manière très ludique, comme en EHPAD, où on va sensibiliser sur l'alimentation et d'autres sujets. Et voilà. Ça, c'est nos contacts. Donc, si vous voulez nous suivre, toutes nos activités, surtout sur Instagram. Et voilà. Voilà, vous pouvez les suivre. Bravo.